Le débat du dimanche, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du Burkina Faso avec ce duo Kafando-Zida pour diriger la transition. On va également parler les récents bruits de bottes en Côte d'Ivoire et la rencontre entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et la classe politique, rencontre au cours de laquelle ont été abordées des questions d'actualité nationale telles que Ebola, l'autre round des pourparlers d'Alger et puis les questions liées au marché d'équipement et de l'avion présidentiel. Des sujets qui seront abordés par nos invités Adam Cham du Républicain, Alexis Calambri des Échos, Maître Mamadou Ismaël Konaté, avocat, et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Burkina Faso est un attelage civilo-militaire, sinon militaro-civil pour diriger la transition. Michel Kafando et le lieutenant Zida sont respectivement président et premier ministre lors de son investiture. Kafando a annoncé les couleurs en autorisant l'expertise de la supposée tombe de Thomas Sankara. Nous l'écoutons ici. Au nom de la réconciliation nationale, j'ai aussi décidé, par le fait du prince, que les investigations pour identifier le corps du président Thomas Sankara ne seront plus assujetties à une décision de justice, mais sera du ressort du gouvernement. Voilà l'autorisation de l'expertise sur la supposée tombe de Sankara. Alexis Calambri, est-ce que c'est pas un peu populiste? Je pense, en fait, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais peut-être que il aurait dû laisser ça peut-être au régime, disons au pouvoir qui sera élu, parce que lui, la priorité, c'est la réconciliation, c'est l'organisation des élections à venir. Donc il a suffisamment de défis, mais effectivement, en lançant cette idée, il sait qu'il va contenter une majorité de la population. Et par ailleurs, sur le duo Kafando, l'attelage Kafando-Zida, vous en pensez quoi? Non, j'ai bien apprécié parce que, à la limite, c'est civil-militaire dans le bon sens. On a vu les deux assez structurés dans la démarche et dans les discours. Je pense que ça peut donner de bons résultats. Maître Konaté, sur la question? Moi, je suis plutôt très inquiet. Je suis plutôt très inquiet parce que, en fait, le processus démocratique dans nos pays et dans le continent de manière générale vise aujourd'hui à avoir les civils exclusivement dans l'arène politique et les militaires et les religieux en dehors de l'arène politique. C'est évident et je ne peux pas trop suivre les gens qui ont tendance à dire oui mais l'armée n'est pas restée en rade, l'armée a fait ceci, l'armée a fait cela. C'est le rôle de l'armée que de maintenir la défense et la sécurité nationale. Aujourd'hui, Zida arrive à la tête de l'exécutif burkinabé sans que personne ne lui demande ses états de service. Il serait incivil qu'on se serait posé 10 000 questions, ce qui le concerne, qu'est-ce qu'il a fait comme étude, qu'est-ce qu'il a comme expérience, au-delà de tout, quelles sont ses capacités réelles. Mais visiblement aujourd'hui, avec Zida, l'armée est au pouvoir à la tête de Burkina Faso. Avec Zida aujourd'hui, visiblement, on rentre dans un duo qui va être conflictuel. Je donne juste un exemple, je pensais que le révolutionnaire Calambri allait quand même l'approuver, cet engagement justement de rouvrir le dossier Sankara aujourd'hui. En le rouvrant aujourd'hui, je ne sais pas avec qui il s'est mis d'accord là-dessus, mais il faut rappeler que ce n'est pas une surprise, contrairement à ce que les gens ont dit, parce qu'il a été interrogé sur le sujet au moment où il s'est présenté devant cette commission de candidature à ce niveau-là. Moi, je crains fort que très vite, il n'y ait une distorsion assez forte entre ces deux représentants de l'exécutif. Je crains très vite aujourd'hui que l'armée sur laquelle va se reposer Zida ne revienne encore de plus belle et je crains aujourd'hui que ce qui a été mis hors jeu ne revienne encore d'une manière ou d'une autre. J'ai quelques craintes, mais ceci dit, je souhaite bon vent au Burkina Faso. Kafando, Zida, si on vous résume, aujourd'hui c'est un duo, mais demain ça peut être un duel. Ça peut exploser, ça peut véritablement exploser pour la simple raison aujourd'hui que je retiens simplement qu'entre les deux, il y a une parfaite différence de génération. Il y a une parfaite différence d'idéologie. Il y a une parfaite différence aujourd'hui dans leur cheminement aujourd'hui. Zida n'a connu que Blaise Compaoré, n'a servi que Blaise Compaoré en parfaite loyauté en tant que militaire. Or, Kafando aujourd'hui, c'est quand même cette vieille garde révolutionnaire sankariste aujourd'hui qui croit justement en une certaine idéologie qui n'a pas été partagée par Blaise Compaoré pendant très longtemps, en tout cas qui a été rectifiée et fortement
rectifier. Serge Daniel, vous, on vous voit moins sceptique, puisque sur ce plateau, vous avez préconisé une solution juridico-politico-civilo-militaire. Oui. C'est ce que j'appelais le bicéphalisme. Enfin, Adam Thiam s'est permis de reprendre ça à son actif, mais je sentais déjà venir ce bicéphalisme. Je n'étais pas pour, je disais, attention, il ne faut pas mettre les militaires à la touche au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, c'est évident. C'est un guidon, c'est une bicyclette à un guidon. L'un est tenu par un civil, l'autre par un militaire. C'est un bicéphalisme à la tête de l'État. Ensuite, ce qui risque d'être dangereux, vous allez voir, peut-être attendons la composition du gouvernement pour savoir qui va être ministre de l'Intérieur si c'est un militaire, qui va être ministre de la Défense si c'est un militaire, et il peut y avoir facilement conflit. Le premier rôle de ce gouvernement, à mon avis, devrait être l'organisation rapide des élections présidentielle et législative. Son rôle, c'est pas d'engager certes le processus de réconciliation, mais on ne peut pas arriver ou terminer avec une réconciliation nationale au Burkina Faso sur un an seulement. Il faut que la priorité de ce gouvernement soit l'organisation des élections présidentielles et législatives. Adam Thiam. Alors, non, il faut que les téléspectateurs sachent que entre l'ethnie de Serge et la mienne, il y a de cousinage à plaisanterie, donc c'est pas. En fait, moi, je suis un peu surpris. Donc, j'attendais Kafando sur la question de la préparation, de la tenue d'élections acceptées et sincères, parce que c'est ça le mandat de la transition, c'est ça qui est le retour à la pleine constitutionnalité. Dans son discours, il n'y a pas un seul mot par rapport à cela. Il n'y a pas non plus de référence faite à la réconciliation nationale, même si on sait que la réconciliation nationale relève de la responsabilité du Premier ministre. Et puis j'étais étonné par vraiment ce que j'appelle une inflation de jeu. Et je suis étonné de l'usage de certains lexiques qui ont disparu, honnêtement, du vocabulaire moderne tel que Fête du Prince. Et puis, je suis étonné du fait qu'ils mettent l'accent sur l'affaire Sankara, qui se serait faite de toutes les manières, parce qu'on est dans un contexte révolutionnaire. Bon, pour ce qui est de la relation Zida-Kafando, je pense que ça me rappelle, vu de Bamako en tout cas, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'intérieur de la situation burkinabé, ça rappelle le premier tandem Medvedev-Poutine. Ok. Et également ici au Mali, peut-être le tandem Dioncounda Traoré, Cheikh Modibo, même s'il n'y a pas un troisième larron comme le général Sanogo. Est-ce que, Alexis, il faudrait assister peut-être à l'émergence d'un Premier ministre de plein pouvoir en la personne de Zida? Non. Justement, je voudrais nuancer, si on me le permet, ce que disait Maître. En fait, sa théorie tient dans l'absolu. En fait, il a parlé dans l'absolu. Mais si on voit la situation au Burkina où l'armée est restée pendant longtemps au devant de la scène, où l'armée est très politisée, je pense qu'il faut aller par étapes pour, changer les mentalités et les amener petit à petit à accepter d'abord la prééminence du civil sur du politique sur le militaire. Maintenant, est-ce qu'on aura bicéphalisme? Il est évident que Zida jusque-là a montré une certaine personnalité, une certaine indépendance par rapport à l'ensemble. Il est évident que sur certaines questions, il y aura friction justement à cause de cette vieille tradition militaire. Je me souviens que vous parlez pendant la transition malienne 91, Zoumana Sako, Premier ministre, quand il a demandé combien d'hommes nous avons sous les drapeaux, les militaires lui ont dit secret militaire, tout Premier ministre qu'il était. Donc je pense que il y a des choses qui ne vont pas automatiquement. Ça va prendre du temps. Peut-être qu'il faut un troisième homme. C'est-à-dire que ce que nous avons eu, on ne peut pas comparer. Non, c'est-à-dire on peut avoir un médiateur. Ici, on a eu un médiateur qui, à un moment, entre le Premier ministre et le chef de l'ex-jeune, a joué un rôle de pondérer, mesurer les choses, de calmer les jeux, faire des réunions. Mais il faut faire très attention. Si
nous oublions l'objectif de la transition au Burkina Faso, on aura un problème. L'objectif devait être d'organiser les élections rapidement, au bout d'un an. D'ouvrir les chantiers réconciliation nationale, enquête sur la mort de Sankara, etc. Mais c'est pas le rôle de ce gouvernement de le faire. J'ai entendu la dernière fois dire que le Premier ministre, M. Zida, à l'époque il était président, qu'il a fait arrêter le président, le directeur le directeur de la société d'électricité. C'est pas son rôle, c'est le rôle de la justice de le faire. Ouais. C'est une arrestation extrajudiciaire. C'est à la justice d'arrêter les gens. Ce n'est pas à un président de la République. Nous ne sommes pas, il faut éviter de donner l'impression que nous sommes purement dans un régime d'exception. C'est pour cette raison, je dis, le rôle de ce gouvernement doit être d'avoir des listes électorales fiables, d'organiser des élections démocratiques, d'ouvrir des chantiers réconciliation nationale, enquête sur la mort de Sankara, lutte contre la corruption, etc. Mais il ne faut pas se vautrer dans ces affaires-là en disant nous sommes là pour 5 ans, nous sommes là pour... comme s'ils étaient là pour 5 ans. Justement, le limogeage du DG de la Sonabel, ce n'était pas le seul fait d'armes de Zida, puisque lors du dernier match du Burkina des étalons, sous son injection, l'entrée était gratuite. C'est du populisme. Et puis également, il a annulé les passeports diplomatiques de 20 soutiens de Blaise Compaoré. La question que je voudrais poser maintenant, Maître Konaté, est-ce qu'on peut dire qu'il y a péril en la demeure, puisque les deux sont l'émanation du choix des forces vives de la nation, du choix des populations du Burkina Faso, et Zida et Kafando? Non, en plus de ce que vous dites, Kafando a été fortement recommandé par les militaires. Oui. Premier point. Deuxième point, il ne faut pas s'étonner d'un certain nombre de choses. Un militaire ne réagit pas dans l'arène politique de la même manière qu'un civil. Un militaire n'a pas la même appréhension de la loi, du droit qu'un civil. Que ce militaire Zida aujourd'hui aille faire arrêter quelqu'un, c'est dans l'ordre normal de ce que nous avons vu jusque-là. C'est le contraire qui aurait pu étonner. Pour revenir justement sur le point qui a été évoqué tout à l'heure, je ne pense pas qu'il faille voir avec cette vision très réductrice de la transition, quelle qu'en soit la durée. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des objectifs majeurs, mais on ne peut pas dénier le fait qu'un président tel que celui qui est au Burkina Faso aujourd'hui, Kafando, est quand même en possession de toutes les prérogatives pour exercer le pouvoir d'État. Si lui a estimé aujourd'hui que le dossier Sankara était un dossier majeur qu'il fallait ouvrir, ben il a ouvert. Il n'y a pas de surprise encore une fois. Il l'a dit devant la commission qu'il a auditionné. C'était l'axe central de son intervention. Sur cette base-là, je pense qu'on ne peut pas non plus faire l'économie de la réconciliation nationale en indiquant qu'on peut ouvrir un point, pas un autre point. Je pense aujourd'hui qu'il faut faire en sorte que cet exécutif prenne conscience que leurs origines respectives n'ont pas plus d'importance que l'intérêt national aujourd'hui. Il faut que Zida puisse être coupé du camp militaire, prendre en compte aujourd'hui l'intérêt majeur du Burkina Faso et se couper de tout ce qui peut être aujourd'hui sponsor ou parrain éventuel. Blaise Compaoré n'est plus, le roi est mort, vive le roi. C'est un nouveau Burkina Faso qu'il faut bâtir aujourd'hui. Adam Cham, est-ce qu'on peut dire qu'il faudrait que les deux soient sous surveillance populaire, que les populations soient assez alertes pour qu'ils ne puissent pas se dévier des missions d'une feuille de route de la transition, en l'occurrence l'organisation de la présidentielle de novembre 2015? Oui, en tout cas, le micro-trottoir que nous écoutons indique que la population appelle à la vigilance, les coupures de presse également. Moi, je voulais revenir sur un point que Maître avait évoqué, c'est que Kafando est venu sur insistance des militaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un compromis entre peut-être une volonté de restauration qu'incarne Zida, parce qu'il émane à cause de la partie de l'armée qui a pris le pouvoir, donc un compromis entre une volonté de restauration et la révolution. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est quand même la magnanimité de la communauté internationale vis-à-vis de ce qui se passe au Burkina, comme si par rapport à la dérogation devant les trucs démocratiques, il y a aussi la clause de la nation la plus favorisée, parce que dans aucun autre pays on aurait accepté Zida, qui a été qualifié de chef d'État par Michel Kafando lors du discours d'investiture de celui-ci, prendre le poste de Premier ministre. Et puis, je crois franchement, en écoutant son discours, je m'attendais à ce qu'il dise « Nous aurons une feuille de route pour la préparation des élections à tel moment. Nous sommes conscients du risque
de rupture qu'il y a dans la société burkinabé, et donc c'est important que nous nous réconcilions. Mais ce qu'on a entendu, c'est effectivement un discours plaidoyer pour la morale publique, donc la lutte contre la corruption, la fin de l'impunité, de l'injustice, etc. Et puis vraiment un discours pro-sankariste qui plairait effectivement au clan Sankara. Il y a rapidement, une observation que je voulais me permettre de faire par rapport au nouvel attelage, c'est que dans la classe politique du Burkina Faso, il n'y a pas de contestation. Aucun exprimé. Audible. Maître, j'en place une dernière. C'est-à-dire que les politiques au Burkina Faso n'ont pas contesté l'attelage. Mais c'est grave. Un peu comme si chacun s'attend à ce que cet attelage lui fasse plus ou moins une passe millimétrée le moment venu. Je voulais me permettre de le dire. La dernière observation, pour dire il faut rendre à César ce qui est à César. Adam Thiam s'était posé la question la dernière fois que j'étais là sur le fait qu'il y avait ou pas un coup d'État militaire. Je crois que je ne suis pas loin de penser la même chose que toi quand j'ai vu comment et par quelle manière on a passé le pouvoir. C'est Serge qui l'a évoqué d'abord, mais il n'a pas eu le courage de le dire. Tout à fait. Comme quoi, en fait, tu dis des choses que Serge reprend et en même temps il oublie la paternité. Le tout dernier point, il faut faire extrêmement attention. Je veux dire, l'opposition burkinabé, si elle n'a rien dit, elle n'a pas non plus approuvé ce qui a été fait. Donc on reste dans l'expectative et je crois que comme il a dit encore une fois, il faut rendre à César ce qui est à César. Medvedine, Poutine, c'est un peu les choses à la renverse. Voyons voir. Ok, la transition est trouvée pour parler de la Côte d'Ivoire où s'était justement réfugié Blaise Compaoré avant de rallier le Maroc. Après les manifestations de mardi dernier dans certaines garnisons, le président Alassane Ouattara a reçu les représentants des sous-officiers et des hommes de rang. Une solution a finalement été trouvée. Un extrait ici de la rencontre. Pour nous, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous êtes l'être le plus cher dans nos esprits et dans nos cœurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est libre. Vous avez entamé de grands projets pour cette nation. Nous ne saurons en aucun cas être les destructeurs de ce grand projet que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Nous voudrions en outre circonscrire les débats afin que tout le monde sache que notre problème était purement d'ordre militaire et qu'il en sera ainsi jusqu'à ce que tous les problèmes rentrent dans l'ordre. L'accord de Ouaga n'a pas été suffisamment précis sur certains points. Maintenant, ces points ont été clarifiés. Et je confirme les accords que le ministre d'État vous a communiqués, que les arriérés de solde pour la période en question, de 2009 à 2011, seront réglés. Oui, ces arriérés seront réglés. Et vous savez que quand un Ouattara donne sa parole, il la tient. Donc faites-moi confiance. Voilà, et Maître Konaté, c'est de cette façon qu'un certain Henri Konan Bédié avait perdu le pouvoir suite à des soulèvements comme ça. Peut-être que le président Alassane Ouattara a très bien retenu la leçon et il a anticipé. Exactement. Je pense que les leçons en politique sont faites justement pour s'en servir. Quand j'ai regardé ce rassemblement tout à l'heure, il y avait un témoin qui manquait un seul, c'était Blaise Compaoré, parce que c'est lui qui était à l'origine des accords de Ouagadougou en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Comme quoi, il aurait pu au moins témoigner justement de la précision nécessaire. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est depuis 2009 cette affaire-là. Et depuis 2009, on a mis autant de temps pour réagir justement pour payer les arriérés de soldes de troupes militaires dont on sait le rôle qu'ils ont joué justement dans le cadre de la reconstruction de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas s'amuser avec l'armée. En Côte d'Ivoire, il y a eu une alerte dans un camp militaire à Abidjan et le relais a été pris ailleurs. C'est comme ça que l'on peut déstabiliser l'ordre et la sécurité dans un pays. Et troisièmement, c'est bien de répondre, parce qu'on a retenu la leçon précédente, mais répondre de cette manière aussi vite donne l'impression justement aux troupes que ce moyen est efficace pour régler tous les problèmes. Or, l'armée dans la rue, c'est quand même la panique. Okay. Alexis Calambri. Oui, mais je pense qu'il y a un problème dans l'armée ivoirienne qui n'est pas réglé depuis 2009, comme il disait. Il y a, disons, une corporation assez hétéroclite avec un peu le tout venant, des situations qui ne sont pas réglées et qu'on repousse au fur et à mesure. Je
pense que c'est peut-être une bonne alerte pour que les politiques soldent les comptes une bonne fois. Mais en même temps, ce n'est pas excusable. Autant le comportement des militaires n'est pas excusable, ils n'avaient pas d'autre choix, mais autant on ne peut pas comprendre que ça perdure tout ce temps sans qu'on ait trouvé une solution. Mais visiblement, il y a un malaise et ce n'est que des soubresauts comme ça. Si ça remonte à 2009, à la décharge du président Ouattara, peut-être qu'il n'était pas aux affaires cette période-là. Oui, il n'était pas aux affaires, mais peut-être qu'à son arrivée, il fallait prendre ça tout de suite. C'est quand même lui-même le ministre de la Défense, si vous voulez. Ce que je voulais dire rapidement par rapport à cette situation, c'est qu'on était loin d'un coup d'État, d'une tentative de coup d'État militaire en Côte d'Ivoire. C'était pas une tentative de coup d'État, c'était un mécontentement, à mon avis. Ce qu'on peut demander aux militaires ivoiriens, aux militaires maliens, aux militaires africains, c'est d'arrêter d'aller prendre les journalistes en otage dans les télévisions, dans les salles de rédaction, dès qu'ils ont des revendications. Les journalistes ne sont pas du bétail pour les militaires. S'ils ont des revendications, on n'a qu'à marcher dans la rue et coller la peur aux journalistes dans leur studio. Ils sont allés à Boaké, j'avais un ami qui m'a appelé caché dans une armoire. Ils sont là. Il y en a marre de voir les militaires aller prendre en otage les journalistes. Ça, c'est. Ensuite, c'est très intéressant ce que le président Ouattara disait tout à l'heure. Parole de Ouattara, dit-il. Mais je suis d'accord, je partage l'avis d'Alexis pour dire qu'il faut voir un peu plus en profondeur ce qui ne va pas au sein de cette armée. Vous avez vu ces jeunes que nous avons vus tout à l'heure, la moyenne d'âge c'est 31 ans. Donc il y a un problème qu'il faut pouvoir régler, mais de manière plus calme, de manière plus profonde au sein de l'armée ivoirienne. On connaît maintenant ta cache le 22 mars. Ah oui, c'était mon armoire. Non mais ceux qui étaient dans la rue à Abidjan, ce sont les hommes de Ouattara. Ce ne sont pas les, ce n'est pas les FDS. Ouais. Ce n'est pas les FDS de Gbagbo, c'est les hommes de Ouattara. Les hommes de Ouattara qu'on a fait patienter pour régler le problème des FDS, justement à un moment où on pensait effectivement que le président appliquait ce qu'on appelait la politique du vainqueur. Et je crois que c'est dans le feu de cela que ces gens ont été oubliés. Mais lorsqu'ils défilaient l'autre jour, ils n'ont pas défilé avec des rameaux d'olivier, mais ils n'ont pas non plus tiré. Et ça veut dire que c'était simplement un coup de semence. Et je pense que ce qu'on a vu maintenant est presque une réunion de famille. Ceci dit, on avait un peu peur parce qu'on liait cela à la présence de Compaoré au Burkina, on liait cela à l'onde de choc de Ouaga. Il n'en a rien été et c'est très bon ici parce que le Burkina n'est pas encore stable. La Côte d'Ivoire entrant dans l'instabilité, plus le Mali aurait donné une sous-région pas gérable. Ok. Alexis, c'était quand même un peu dangereux pour le pouvoir en place si l'on sait que l'ouest ivoirien, la frontière avec le Libéria n'est pas aussi stable, puisqu'il y a des attaques émanant des pro-Gbagbo qui peuvent facilement s'immiscer dans des contestations comme celle-là. Oui, mais d'abord, c'est quand même, le mouvement est parti, je dirais, de pro-Ouattara. C'est comme ceux qui l'ont accompagné et c'est parti de Boaké. Ce n'est pas rien. Mais effectivement, nous sommes à un tournant où personne n'a besoin d'une Côte d'Ivoire déstabilisée. Et on peut le dire, le président Ouattara réussit des choses. Mais de façon générale, il y a un problème de gouvernance. Autant ce n'est pas compréhensible que des primes acceptées, peut-être budgétisées, ne soient pas payées sur autant d'années, tout comme on ne comprendrait pas chaque année la récurrence des grèves chez nous pour des primes d'encadrement des enseignants qui ne sont pas payés, alors que l'enveloppe est connue, budget. Donc c'est ça, il y a un problème de gouvernance à la base qu'il faut sérieusement régler. C'est-à-dire que je pense effectivement que le danger de ce genre de manifestation, c'est qu'il peut y avoir toujours des infections opportunistes, c'est-à-dire les vrais anti-Ouattara, les pro-Gbagbo militaires peuvent saisir la balle au bond. Et je me demande même s'il n'y a pas eu quelques arrestations liées à cela.
Ok. Dernier thème de cette émission, la rencontre au Mali entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et la classe politique. Il a donc tour à tour reçu la majorité et l'opposition. Ici, un extrait de la rencontre avec la majorité. Le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas du tout été tendre. Morceau choisi. Dans ce pays, Radio Kankan marche à pleines ondes. De manière univoque, il serait souhaitable que de temps en temps, une voix haute vienne au secours de la vérité. Cette voix devrait être la vôtre. Une majorité présidentielle n'a de sens que si elle est en soutien intelligent, constant, opposé. Votre entrée politique, je vous le dis en toute franchise, m'a laissé sur ma faim, une grande faim. Donc, j'ai besoin d'une majorité confiante. Pas d'une majorité docile ou servile, sûrement pas. Ce serait faire injure aux hommes et aux femmes de qualité que vous êtes. Je n'attends pas ça de vous. Mais à cheval sur la vérité, défendant ce qui est en œuvre aujourd'hui. Voilà, Alexis Kalambri, avant de décortiquer l'adresse du président Ibeka, déjà Radio Kankan, est-ce que vous connaissez? Oui, bon, Radio Rumeur. Oui, c'est ça. Bon, c'est peut-être pas la belle famille de Serge, mais non. Franchement, je pense que politiquement... Parce que cette émission est très bien regardée à Kankan. Ah oui. Oui, mais le président voulait parler de la radio Rumeur. Okay. Voilà, c'est pas Radio Kankan de la Guinée, c'est pas la ville guinéenne. Okay. Le Kankan, c'est Kankané. Donc, voilà. Il arrive à mettre de Kankané. Voilà, c'est ça. Non, sinon, effectivement, pendant les crises ou les affaires que nous avons connues, nous avons rarement vu des politiques aller au charbon. Nous avons rarement vu disons, la première garde, ou ce qui peut être considéré comme accepter le rôle de fusible ou prendre le mauvais rôle à la place du président. Il a été directement en première ligne, ce qui n'est pas normal pour quelqu'un qui est supposé avoir autant de gens avec lui. Ok, on va parler de la rencontre avec l'opposition, mais déjà sur celle avec la majorité, le président n'a pas été tendre, c'est comme s'il a sermonné carrément la majorité. Mais c'était évident, ce qui manque c'est au président, c'est vraiment cette majorité derrière lui. Je vous donne un exemple. M. Soumaïla Cissé a récemment donné sa position sur Ebola en disant, moi je pense qu'il faut fermer les frontières pendant un mois. Pour avoir une réaction de quelqu'un de la majorité présidentielle, on a mis toute une journée sans avoir cette majorité-là, sans avoir cette réaction. Donc évidemment, la majorité présidentielle ne soutient que du bout des lèvres le président de la République. Mais ils s'expriment. Ils disent, écoutez, nous, le Premier ministre a un député sur les 147 que compte l'Assemblée nationale. Pourquoi le président le choisit lui et pourquoi pas nous? Donc il y a des comptes que la majorité présidentielle est en train de régler visiblement avec le président de la République. Est-ce que c'est une majorité molle, maître Konaté? Molle, ça veut dire aplati? Oui, aphone. Aphone, ouais. Sans doute. Molle, aplati, probablement. En fait, ce n'est pas seulement leur passer le savon, c'était une grosse engueulade. Et en face, il y avait quand même des hommes et des femmes qui ont subi cela. Alors, deux choses. Moi, je regardais un peu sur leur visage. Est-ce qu'ils se taisent parce que ce qui leur est reproché est fondé? Ou est-ce qu'ils se taisent parce que, visiblement, il faut être courtois vis-à-vis du président de la République? Je pense que le jeu était ouvert. Ils avaient la possibilité de répliquer au président de la République, parce qu'on était dans une arène politique. C'est le président de la République qui parlait donc à la majorité qui le soutenait. Il fallait simplement dire, c'est vrai qu'il a dit qu'il a été profondément déçu, justement, en gros, de l'engagement de la majorité derrière lui dans des moments très difficiles. Et en retour, la majorité semblait dire par Boulkassoum Haïdara, au moins, qu'ils étaient d'accord avec ce qui a été dit, qu'ils avaient entendu et qu'ils allaient réagir. Par contre, j'ai entendu juste un mot, un seul, qui n'avait pas été dit souvent, c'est qu'en ce qui concerne les mises en cause pour les contrats, aussi bien pour l'avion que pour le matériel militaire, Boulkassoum a dit, oui, on est d'accord que les procédures n'ont pas été respectées. Mais en même temps, si on avait donné toute la liberté à la majorité, je pense qu'ils auraient fait le reproche au président de la République de ne pas le voir, de ne pas échanger avec lui, et de ne pas avoir l'occasion, sans doute,
de lui donner tout le soutien nécessaire. Et de le perdre du gouvernement également. Et également ce que Serge a dit, enfin, c'est quand même pas une raison, je veux dire, c'est parce qu'il a un député qui n'a pas droit à la primature. En étant la primature, ça n'a absolument rien à voir justement avec un soutien ou pas un soutien de la majorité à ce niveau-là. Il pèse plus que le problème. Il faut que les gens soient conséquents et réalistes. Quand on est dans un jeu politique, il faut le jouer jusqu'au bout. Ok. Alors, est-ce que ça ne traduit pas aussi le malaise au sein de la majorité? C'est comme si les gens croisent les doigts parce qu'ils ont demandé quelque chose au président, peut-être la primature, il ne l'a pas voulu, et les gens se retiennent, ils croisent les doigts pour observer. Moi, je ne sais pas si on peut dire ça. Si vous étiez là pendant la décennie de l'ADEMA, il y avait bel et bien une majorité très nette même à partir de 97, mais les majorités sont comme ça. Elles paraissent aphones chaque fois que l'opposition a parlé. Et dans le cas précis, je crois que le président fait le reproche par rapport à ce que l'opposition a fait ces derniers temps. Et l'opposition a été beaucoup plus audible que la majorité, mais il y a une belle raison, c'est que les affaires dont l'opposition se sont saisies sont de parfaites mines à scandale dans tous les pays du monde. Et je crois que dans tous les pays du monde, ça aurait eu cette répercussion. Dans tous les pays du monde, l'opposition aurait eu des difficultés, effectivement, à parler de cela, parce qu'il s'agit de réponses venant des membres du gouvernement, pas d'un conglomérat diffus de partis dont certains n'ont aucune responsabilité, dont certains n'ont même pas de militants. Donc la majorité, comme ça, qui est une addition de sigles, n'en est pas une. Il faut voir que même le RPM n'a eu la majorité absolue à l'Assemblée que par la voie du débauchage une fois l'élection faite. C'est que, en vérité, ce que le président pose ici, c'est la problématique de l'enracinement des partis dans le pays, quoi. Donc, majorité ne veut pas dire grand-chose, à mon avis, surtout lorsque il y avait autant de matière, autant de munitions entre les mains de l'opposition comme on l'a eu ces derniers mois. Après la majorité, le tour était à l'opposition d'être reçue à Koulouba. Ici, une compilation de questions-réponses et on se retrouve juste après. Que le poste de contrôle soit un petit peu en dehors du village, je ne sais pas où il est, pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Il est en dehors du village. Bon, j'espère, mais il n'a pas été efficace. À chaque fois, les gens sont passés quand même tranquillement. Où les dispositifs n'existaient pas, où il va falloir en tout cas les renforcer pour qu'ils soient meilleurs. Il serait bon que concernant le deuxième avion présidentiel, vous puissiez nous dire combien exactement cet avion a coûté. Parce que comme vous le savez, le rapport du vérificateur général avance un chiffre qui est absolument surprenant. Je ne suis pas à la barre ici aujourd'hui, en face de vous, mon frère, pour en connaître. Et je ne le ferai pas. Je n'ai pas beaucoup parlé de cette histoire d'avion. Le président n'est pas là-bas. Ici non plus, c'est pas un pétoire. Maître Konaté, une réponse par rapport à tout ça. Il y a juste ma robe qui me manque pour plaider, justement. Non, je dis d'abord, bravo pour l'opposition malienne. Elle est vraiment confortablement bien assise dans son rôle. Et deuxièmement, ce genre de rencontre est rendu nécessaire au regard du contexte politique malien aujourd'hui, qui est que la majeure partie des représentants politiques, des leaders politiques qui étaient là, n'ont aucune représentation nationale. Donc, ils n'ont plus que le président de la République comme interlocuteur. Troisièmement, eux donnent beaucoup de temps et mettent beaucoup en avant pour réussir des sorties comme celle-ci, parce qu'ils en ont besoin, et en même temps qu'ils sont à la recherche de l'hypercute, justement, pour mettre KO. On a un président de la République, à la limite, qui cherche le moyen, justement, de sortir de l'adversité, de se débiner. Mais en gros, aujourd'hui, cette arène n'est pas la mieux indiquée, justement, pour parler de toutes ces questions-là. Mais il y a des questions majeures qui ont été évoquées, sur lesquelles les uns et les autres ont exprimé leur opinion. Mais, comme l'a dit le président de la République, il y a des sujets, par exemple, comme Kidal. Il y a des sujets comme l'aéronef, il y a des sujets comme les contrats militaires. Je ne dis pas qu'ils n'ont plus d'importance, mais face à Ebola aujourd'hui, il fallait au moins réunir le gros des troupes de l'opposition sur cette question-là, parce qu'elle est majeure. Et je termine juste pour dire aujourd'hui qu'on a vu quand même une opposition qui allait en rang dispersé. On a entendu le leader de l'opposition, Smaïla Cissé, parler, et puis après un autre, et puis après un autre, et puis après un autre. Alors, c'était pas toujours la même chose, mais ils se sont souvent répétés. Est-ce qu'il y a véritablement des voix dissonantes ou pas? Je n'en sais absolument rien. Oui, tout comme lors de la rencontre avec la majorité aussi, c'était... Exactement. Non, mais c'est déjà bien. On a une opposition qui n'est
pas très renforcé, mais qui a du punch et qui sait donner les coups là où ça fait mal. Ils sont dans leur rôle, ils ont le droit de choisir leur thème. Bon, c'est déjà bien que le président offre un cadre de rencontre, hein, c'est pas très fréquent et c'est pas... Il n'y a que nous dans la presse qui offrons l'espace à tout le monde pour discuter, mais l'exercice en soi était bien déjà. Oui, un bel exercice démocratique, Serge Oui, Daniel. tout à fait. C'était un exercice, je dirais, inédit. Voilà. Vous n'allez pas voir l'oncle de M. Maître Konaté, je vais parler de Paul Biya, faire ça, par exemple. Donc, c'était inédit de donner la parole aux gens. Mais il y a 3 observations que je voulais faire. Effectivement, il y a une opposition plurielle, parce que le chef de l'opposition a parlé, même M. Tchébili a tenu à parler, ou on lui a donné la parole. D'autres ont pris la parole, comme pour dire qu'il y a une opposition plurielle au Mali. Maintenant, sur les sujets, bon, vous avez eu Ebola, ça c'est normal, c'est tout à fait normal. Vous avez l'avion, vous avez le problème de l'équipement, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Mais j'ai été sur ma faim en entendant l'opposition parler. C'est vrai que ce sont des sujets brûlants de l'heure, mais vous avez l'école aussi. On aurait pu parler de l'agriculture, on aurait pu profiter de cette tribune pour parler d'autres choses. C'est vrai qu'il fallait coller à l'actualité, mais ce que je trouve regrettable de la part de l'opposition, c'est qu'il y a des problèmes, il y a d'autres problèmes qui auraient pu être soulevés à cette occasion-là. Oui, Adam, il y a des questions qui étaient assez précises, directes, frontales, dont il ne fallait peut-être pas s'attendre à la réponse au cours de cet échange-là, je ne sais pas. Oui, et effectivement, mais avant de revenir à ça, juste par rapport à Serge, je ne pense pas que le fait qu'il y ait plusieurs leaders de l'opposition se soient exprimés indique qu'il y a une opposition plurielle. Ça peut être la division du travail. Je constate. C'est possible. C'est possible. Et si on regarde bien, effectivement, il y avait cela. Il y avait Soumaïla Cissé qui est venu s'est concentré sur la réponse immédiate à apporter à une épidémie qui est une préoccupation nationale et qui ne pose même pas qu'un problème de santé publique, qui pose un problème de défense nationale, comme le président l'a dit. Et puis il y a Tchéblen Dramé qui s'est appesanti sur les questions de gouvernance économique. Et j'ai vu Amadou Abdoulaye Diallo qui a parlé des pourparlers d'Alger. Des pourparlers d'Alger. Donc il y avait comme une division du travail, même s'il est possible que les gens de l'opposition ne se soient pas vus avant d'aller à cette rencontre. Mais c'est un gentleman agreement dû simplement au fait que les gens ont un temps de parole limité. Mais pour revenir à cette question, oui, je crois effectivement que Tchéblen Dramé m'a paru poser cette question à brûle-pourpoint et le président a répondu. Il a dit, bon, je ne suis pas à la barre. Moi, je ne considère pas que c'est une question de barre, je considère que c'est une question posée pour édifier la nation. Je ne sais pas si la question devait être posée au président, parce qu'il y a les rapports des vérificateurs généraux, il y a les suites judiciaires qui devaient être réservées. C'est peut-être sur ces questions-là, sur les délais et autres, qu'on peut effectivement demander au président d'édifier le pays. Mais bon, je pense que l'exercice était un exercice effectivement inédit et c'est pour le confort de la démocratie, quoi, au-delà des moments de désagrément que ça peut causer. Ok, on va développer certains points abordés au cours des échanges, principalement Ebola, le temps de joindre notre correspondant à Guinée. Je ne sais pas si les conditions techniques nous permettent d'être en contact avec lui. Malik Diakité, bonsoir. Bonsoir Sekou, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africa Télévision. Alors on sait que les différents cas d'Ebola ici au Mali ont été importés de la Guinée. Là-bas, sur place, comment réagit-on à la prévalence de la maladie au Mali voisin ? Le virus Ebola au Mali, c'est comme le virus Ebola en Guinée. C'est la réaction aujourd'hui de tous les Guinéens ici à Conakry parce qu'ils estiment que le virus Ebola ne devrait pas arriver au Mali. Le Mali a été l'un des pays à soutenir la Guinée dans cette traversée. Le Mali a été l'un des pays qui n'a pas fermé ses frontières à la Guinée en cette période difficile. Donc le peuple de Guinée aujourd'hui est de cœur avec le peuple malien. Ils sont très très mobilisés. Il y a d'autres même quand tu promènes ton micro à travers la cité qui estime que le Mali et la Guinée doivent encore fournir beaucoup d'efforts au niveau des frontières pour stopper cette maladie, pour ne pas que cette maladie sévit comme elle a fait en Guinée au Mali.
Voilà, le Mali et la Guinée qui doivent fournir beaucoup d'efforts au niveau des frontières plus précisément. Il y a beaucoup de propositions, on l'a vu lors de cette rencontre avec la classe politique, Alexis Kalambri, notamment au niveau du poste de Kouré Mali. Oui, pas seulement. Je pense qu'il faut que on arrête d'être assez complaisant avec les autorités politiques guinéennes parce que on ne les sent pas trop dans les méthodes de prévention et de lutte contre Ebola. À la limite, l'épidémie n'est pas de leur fait, mais la lutte peut être plus incisive que ce que l'on voit. Donc, c'est vrai qu'il faut forcément conjuguer les efforts, mais il faut qu'il y ait effort de part et d'autre. Oui, Serge Daniel. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un problème, madame le disait avant l'émission, parce qu'il faut que les téléspectateurs le sachent. Avant l'émission, on parle parfois. Voilà. Donc, Adam Thiam le disait, il faut installer un dispositif important à Kouré Malé. Je pense qu'il faut fermer les frontières, c'est une décision politique. Ne pas fermer les frontières, c'est une décision politique. Mais il faut installer un dispositif important à Kouré Malé. Et je sais qu'il y a des ONG qui vont le faire. Kouré Malé Guinée, ça c'est capital parce qu'il y a Kouré Malé Mali et Kouré Malé côté Guinée. Il faut installer un dispositif qui n'existe pas là, justement. Ce côté malien, il y a un dispositif, mais côté là, sur le point de la Guinée, il n'y a pas de dispositif. Et c'est un véritable problème aujourd'hui, je trouve. Oui, Maître Konaté sur la question. Il faut surtout pas fermer la frontière, même pas pour un mois, parce que la belle famille de Serge Daniel ne pourra pas venir. Il faut mettre des dispositifs, c'est vrai, et c'est aussi le moment justement pour la Guinée, le Mali justement, de mettre en place leur coopération aujourd'hui en œuvre. Le principe de la non-fermeture des frontières est acquise, mais en dehors de cela, il faut que les deux pays aujourd'hui se mettent d'accord pour justement sécuriser davantage le périmètre de la frontière. Et en dehors de cela, je pense qu'il faut être vigilant, parce que visiblement, le premier cas est passé par la Kouré Malé, le deuxième probablement, et c'est un coin sur lequel il faut veiller de manière très très attentionnée. Et je pense qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent être à même de pouvoir nous dire exactement dans les jours à venir quels sont les dispositifs qui sont pris de part et d'autre pour faire en sorte aujourd'hui que la santé publique revienne dans ce coin-là, la sécurité publique également. Troisième et dernier point pour dire simplement qu'aujourd'hui, nous avons véritablement tous le souci de combattre cette maladie-là. Le docteur Diomandé, dont je voulais saluer la mémoire, est mort dans des conditions assez difficiles. Il a été courageux et nous avons tous prié pour qu'il soit debout. Malheureusement, il est mort. Il faut faire en sorte aujourd'hui que là où il est mort, on puisse ériger peut-être une stèle en sa mémoire et que cette stèle soit également le point de départ de la lutte contre la maladie. Et cette lutte est permanente. Adam Thiam. Je trouve que vraiment c'est une très bonne idée. En tout cas, il faut quelque chose de très fort, de très symbolique pour marquer définitivement le point de départ de cette lutte, le point de départ de la lutte contre Ebola au Mali. Mais cette lutte doit être une lutte permanente parce que nous sommes des victimes collatéraux de ce qui s'est passé en Guinée et sur la route. Personne n'est venu avec cela par avion de Freetown ou de Monrovia ou de Conakry. C'est la route, c'est la Haute-Guinée devenue un foyer infesté, mais vraiment très sérieusement infesté. Au 10 novembre 2014, l'OMS disait qu'il y avait 17 cas confirmés d'Ebola à Sigiri, qui est un jet de pierre de Bamako. C'est trop important pour qu'on continue le type de discours que nous entendons ici, qui est un discours à l'apaisement, au calme, etc. On ne veut pas paniquer, il n'y a pas de psychose possible, mais il faut voir que le 2 janvier à Conakry, c'est une fille de 2 ans qui était contaminée. En 14 jours, il y a 8 personnes qui sont mortes dans la famille, et en 21 jours, le quartier était contaminé. Sociologiquement, nous n'avons presque pas le moyen de contrer cette maladie à cause de la promiscuité. Et il faut donc que ce soit très, très, très énergique. Et puis il y a la question des bilans qui sont encore contradictoires entre les chiffres que les task force produit quotidiennement à Bamako et les chiffres que le gouvernement nous communique. C'est peut-être à une différence près, un mort près, mais c'est trop important un mort près pour qu'il y ait ces différences. Surtout que la cellule du professeur Sambasso est membre de cette task force. Je pense qu'on doit faire l'effort vraiment d'une information extrêmement correcte, quelle que soit la gravité, à l'opinion. Okay. Le Nigeria et le Sénégal avaient enregistré des cas qui sont parvenus à circonscrire. Le Mali était dans la même situation. Est-ce que le problème qui se pose ici n'est pas un problème, une capacité de riposte, de prise en charge de l'épidémie?
Non, je pense qu'il y a un problème de communication. Jusque-là, on a souvent l'impression que dans l'opinion, certains ne croient pas trop. Qu'est-ce qui a peut-être pu marcher dans ces pays-là et qui ne l'est pas au Mali? Il faut dire qu'au Sénégal, il n'y a eu qu'un cas. Oui. Il n'y a eu qu'un cas. Un Guinéen qui est venu, qui n'est pas entré par le service sanitaire. Voilà, qui était un cas. Et puis à Lagos, dont le maire est très connu, il y a eu des mesures rigoureuses. Ils ont tracé toutes les personnes qui avaient déclaré ça et leurs contacts. Mais seulement, je crois, si j'ai bien compris, seulement une partie infime des contacts d'un malade développe la maladie. Je crois que ça doit être 16% d'après ce que j'ai appris. Et donc, ils ont eu la chance, comme à Caille, nous avons eu la chance que cette fillette n'a contaminé personne, y compris sa grand-mère. Ce qui frappe quand même, je lui arrache la parole. Parce qu'il faut quand même dire que Adam ne dit pas le contraire, je crois. Il y a quand même une équipe qui travaille ici, l'équipe de Sceaux, le professeur. Ce sont des gens qui travaillent, ils ne sont pas en train de dormir. Vous n'êtes pas en train de dire ça. Ce que je dis, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut ajouter, à mon avis, c'est qu'il faut une lutte transversale. C'est-à-dire que c'est parti du Mali, c'est parti de la Guinée, c'est venu au Mali, ça va repartir en Guinée, ça va repartir ailleurs. La traçabilité dont vous parlez est importante. Je pense qu'on n'a pas, par exemple, dans le cas de la clinique Pasteur, qu'on n'a pas pu mettre la main sur toutes les personnes qu'on appelle des personnes de contact. C'est ça qui est difficile. Quelle méthodologie il faut emprunter? Je crois qu'il y a une délégation de l'OMS qui est là, il y a des experts français qui sont là. C'est un enjeu quand même national. On ne peut pas dire qu'au Mali, on ne fait rien pour lutter contre Ebola. Si vous allez partout, chez Maître Konaté, il fallait se laver les mains au gel. Partout, dans les services, partout, c'est devenu quand même une habitude. Mais ça ne suffit pas. Il faut également, j'en ai terminé, il faut également prendre la température des gens. Si vous ne prenez pas la température de quelqu'un... Je travaille dans l'équipe de Sambasso. C'est basique. Il m'a appris ça et voilà. Si vous ne prenez pas la température de quelqu'un, si quelqu'un a la température de 38 degrés, supérieure à 38 degrés, et même si elle a Ebola et qu'elle se lave les mains, ça ne règle rien du tout. Si la personne est infectée, si vous voulez. Donc c'est cela, mais on ne peut pas quand même dire à Adam qu'on ne fait rien pour lutter contre Ebola. Maître, si vous me permettez, non, j'ai pas dit qu'ils ne font rien. J'ai dit simplement que ce n'est pas normal d'avoir des chiffres différents. D'autant que dans cette task force, l'équipe de Sambasso siège, et puis cette task force fait des rapports à tous les internationaux du Mali. Il n'y a pas de raison que les ONG, les internationaux aient des rapports qui donnent des chiffres exacts et que les nationaux ne l'aient pas. Il faut simplement harmoniser, c'est ce que je veux dire. Mais je veux dire, même si l'équipe de Sambasso travaille, l'équipe de Sambasso peut être dépassée parce que le problème n'est même plus tout à fait le cas de Pasteur. Et on peut assécher effectivement ce cas-là. Mais c'est que Kouré-Malais, Guinée est infestée et l'OMS le dit et nous ne l'entendons pas souvent. C'est-à-dire que c'est impossible de régler le flux de personnes entre la Guinée et le Mali à moins d'avoir vraiment des mesures très très fortes en amont. Et en amont, c'est en Guinée, pas au Mali. Ok, Maître, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non content d'être de très bons journalistes, ils se prennent maintenant pour des médecins, quoi. Donc, ils donnent des développements. Moi, je suis complètement largué. Je voulais dire des choses très simples. Vous avez parlé du Nigeria et du Sénégal, c'est une évidence. Il faut rappeler simplement que, en fait, ce dont il s'agit dans notre pays, c'est que nous avons un système de santé publique dont les capacités sont très réduites, souvent, au plan des ressources humaines, au plan des ressources financières, au plan de la capacité de réaction. Moi, je pense aujourd'hui que lancer la mobilisation nationale est une chose importante. Ça nous permet de mobiliser beaucoup de gens aujourd'hui. Je pense notamment aux étudiants en médecine aujourd'hui, qui peuvent être d'un support aujourd'hui, ne serait-ce que pour indiquer aux gens quelles sont les procédures de base qu'il faut pour simplement se préserver contre la maladie. Et quand on a la maladie ou quand on était en contact avec une personne malade, quelles sont les réactions qu'il faut avoir. Moi, je me rappelle que quand on était gamin à l'école, la Croix-Rouge venait nous apprendre justement le bas de ce qu'il fallait pour réveiller quelqu'un qui tombait un peu dans les pommes à ce niveau-là. Donc c'est une mobilisation nationale qu'il faut. Et nous sommes conscients que nous sommes dans un pays pauvre, et dans un pays pauvre, la question de la santé, elle est importante, mais n'est pas nécessaire parce qu'à côté, il y a d'autres éléments là-dessus. Que tout le monde soit mobilisé, je pense qu'il faut aller trouver les étudiants à l'école de médecine, les étudiants dans les écoles d'infirmerie, dans les écoles de santé publique et tout ça. Il faut mobiliser tout le monde. Il faut que tout le monde, à la limite, soit là justement pour que on puisse combattre cette maladie. Et Adam a parfaitement raison. Aujourd'hui, la question des chiffres,
Okay, donc je voulais simplement partager avec vous cette belle phrase que j'ai lue dans un article sur Ebola. On dit qu'elle devient un problème médical lorsque la solution politique a failli. Et toute la question aujourd'hui, c'est de savoir si, par exemple, on devait considérer les 5600 cas de mort comme un crime contre l'humanité, qui serait poursuivi? Justement, si la Haute-Guinée est infestée, puisque les rapports de l'OMS le disent, est-ce qu'il ne faudrait pas que par rapport à Kouré-Malé, que ce soit un poste avancé? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'il faut forcément que nous conjuguons nos efforts avec la Guinée, que plutôt qu'on mette un dispositif au Mali, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais il faut que le dispositif soit avancé en Guinée. S'il n'est pas en Guinée, ça ne va pas avoir de voilà, sens. Voilà, tout à fait. Pour qu'on puisse efficacement combattre, il faut qu'on contrôle le flux, le trafic depuis la Guinée. Ok, donc c'est sur ce message que prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Adam Cham du Républicain, Alexis Calambri des Échos, Maître Mamadou Ismaël Konaté, avocat, Serge Daniel, journaliste, écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain.